Alors, démo 26, montrer qu'une famille orthogonale de vecteurs non nuls est obligatoirement libre, et donc toute famille orthonormée sera libre aussi. Donc on prend une famille U1, U2, UN qui est orthogonale et qui ne contient pas de vecteurs nuls. Et je veux montrer qu'elle est libre, donc je prends des scalaires lambda 1, lambda 2, lambda n, enfin des réels ici, puisqu'on est dans un R espace vectoriel, tels que la somme des lambda k uk égale au vecteur nul. Et je veux montrer que ma famille est libre, donc il faut que je prouve que tous les lambda k sont nuls. Donc je prends un j dans un n et je vais faire le produit scalaire de uj avec le vecteur nul, ce qui donne 0. Hein. Et le vecteur nul, je vais le remplacer par la somme des lambda k uk. Et on utilise la linéarité du produit scalaire par rapport à la deuxième variable. Donc j'obtiens la somme des lambda k uj scalaire uk. Mais uj scalaire uk, c'est nul quand j est différent de k, puisque la famille est orthogonale. Donc il me reste lambda j uj scalaire uj, c'est-à-dire la norme de uj au carré. Et du coup, j'obtiens que 0 est égal à lambda j, norme des uj au carré. Mais les uj sont non nuls, donc la norme de uj est non nulle, et du coup, nécessairement, l'égalité lambda j, norme de uj au carré égale à 0 implique que lambda j est nul. Et donc, tous les lambda j sont finalement nuls, et ma famille est libre. Alors, on peut rajouter ici une explication. Ok, et puis la linéarité, je ne vais pas le mettre, hein, bilinéarité. Pardon, ici, tac. Ok. Alors, démonstration suivante, c'est Pythagore. Donc le théorème de Pythagore nous dit, dans sa forme générale, hein, si je prends deux vecteurs u et v de e, ils vont être orthogonaux si et seulement si la norme de u plus v au carré égale à la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Donc c'est exactement le même théorème que vous avez vu en dimension 2 ou 3 en terminale. Et la généralisation de la partie de la première implication, c'est que si on prend une famille qui est orthogonale, la famille EI, là, eh ben, la norme au carré de la somme des alpha i EI est égale à la somme des valeurs absolues de alpha i, norme de i au carré. D'accord? Donc c'est une généralisation. Vous passez un petit peu, c'est comme si on rentrait les normes à l'intérieur de la somme en fait, on est d'accord? Donc les normes au carré, on les rentre à l'intérieur de la somme, c'est exactement ce qu'on fait au-dessus. Vous voyez? Donc norme de u plus v au carré sera égale à la norme de u au carré plus la norme de v au carré. Ben, en dessous c'est pareil. La norme au carré de alpha 1 E1 plus alpha 2 E2, etc. jusqu'à alpha En est égale à la norme de alpha 1 E1 au carré plus la norme de alpha 2 E2 au carré. D'ailleurs, il me manque les carrés. Je ne sais pas pourquoi il me manque les carrés dans la D. Hop, on va changer ça tout de suite. Modifier, je n'avais pas fait attention en l'énonçant, mais si, il me manque les carrés, en vous l'expliquant. Donc là, il me manque évidemment le carré sur le alpha i. Je peux grossir encore. Tac, excusez-moi, c'est un peu long. Il me manque le carré sur le alpha i. D'accord? Vous allez voir dans la démonstration. Alors, c'est parti pour la démo. Donc, si je prends U orthogonal à V, ça signifie que le produit scalaire de U et V est nul. Et on a vu que le produit scalaire de U et V, on pouvait l'exprimer à partir de la norme de U plus V, la norme de U et la norme de V. De cette manière-là, j'ai perdu le carré aussi. Décidément, il me manque un carré ici aussi. Donc, c'est la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et donc, du coup, ça donne égal à 0, hein, si on veut que le produit scalaire de U par V soit nul. Et on obtient le résultat souhaité. Deuxième démonstration, donc je prends ma famille orthogonale, la famille EI là, et puis les scalaires alpha i aussi. Et je calcule le produit scalaire de la somme des alpha i EI par la somme des alpha i EI, c'est-à-dire je calcule la norme de la somme des alpha i EI au carré. Alors, petite astuce ici à noter, je vais l'encadrer. On va mettre ça. C'est ici là.
L'astuce, elle est là. Il faut vraiment penser... Flûte, je ne savais pas que ça est passé comme ça. Il faut vraiment penser à... Quand vous avez comme ça un produit scalaire de somme à faire, changer l'indice dans la deuxième somme en fait. Cet indice-là, là, il faut que vous l'appliez autrement. Il ne faut pas qu'il y ait le même indice ici et ici, sinon vous allez vous perdre dans les... Vous allez avoir un résultat faux. Donc changez le nom, vous mettez deux noms différents, I ici, K ici, et là vous développez avec la bilinéarité. Donc ça me donne la somme des alpha I de la somme des alpha K des EI scalaires au K. Vous voyez, si vous prenez I égale K, vous n'allez pas voir apparaître cette double somme ici. Or, il y a double somme. Donc le calcul que j'ai fait là, il est valable même si ma base n'est pas orthogonale. Maintenant, comme la base est orthogonale, ben les EI scalaires EJ, ils sont nuls dès que I est différent de... Pardon, EI scalaire au K, ça va être nul dès que I est différent de K. Donc finalement, il me reste qu'une somme simple. Mais au départ, j'ai bien une somme double. Si la famille EI n'est pas orthogonale, c'est cette formule-là qu'il faut garder. Si la famille EI est orthogonale, du coup, on a celle du dessous et on obtient le résultat souhaité. Okay, donc ça, c'est la petite astuce. Hein. Enfin, c'est astuce, c'est pas une astuce, c'est comme ça que vous devez le calculer. D'accord? Donc, à retenir hein, ce passage-là. Ok, bah c'est là le dernier résultat de ce premier paragraphe sur les espaces pré-hilbertiens. Le deuxième paragraphe concerne les espaces euclidiens, c'est-à-dire des espaces pré-hilbertiens de dimension finie, c'est-à-dire des R espaces vectoriels munis d'un produit scalaire, des R espaces vectoriels de dimension finie.